palais des congrès. Venez nombreux. C'est Saïdou Abacha. Bonjour, vous me voyez? Moi je vous vois pas. Pardon, c'est les lunettes là. Moi c'est l'ambassadeur Agarawa, le mannequin des humoristes de Côte d'Ivoire. Je suis ambassadeur PPT, petit pantalon très élastique. Je vous donne rendez-vous au palais des congrès de Niamey le lendemain de la fête de Tabaski pour la suite de ce que je viens de faire là. Bon spectacle d'humour à tous. La fuite du président de l'Assemblée nationale du Niger, Hama Amadou, continue d'alimenter les débats et autres analyses dans les différentes rédactions du monde. À suivre dès le début de ce journal l'analyse du chroniqueur RFI Jean-Baptiste Plaka. Visite ce matin du ministre de l'Équipement sur les chantiers de l'échangeur du rond-point de Martyr et la voie reliant le deuxième point à la route Saï. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux sur ces différents chantiers. Enfin, nous parlerons sport avec le début ce matin des compétitions de judo, une initiative qui entre dans le cadre de la deuxième édition de cette même compétition. Bonsoir. Depuis sa fuite, Hama Amadou ne s'arrête pas de s'étendre sur les médias pour justifier sa fuite. Hama Amadou dit n'avoir pas fui, mais s'être mis à l'abri d'une procédure judiciaire. Dans cette affaire de bébé, le président de l'Assemblée nationale veut déplacer le débat. Il s'arc-boute sur la politique politicienne alors que l'argumentaire du juge se place dans celui du droit. Dans un entretien avec Christine Muraté, le chroniqueur Jean-Baptiste Plaka a abordé le cas Hama. Regardez. Jean-Baptiste Plaka, bonjour. Bonjour Christine Muraté. Hama Amadou, parti de Niamey sans laisser d'adresse, aurait-il renoncé au combat? Son départ du pays le contraint à devoir se justifier sans cesse depuis ces derniers jours. Il accuse explicitement le président Mahamadou Issoufou d'avoir ourdi contre sa personne un monumental complot pour le débarquer du Perchoir dans le but ultime de l'emprisonner et même d'attenter à sa vie pour ne pas avoir à l'affronter lors de la présidentielle de 2016. Alors pour vous, Jean-Baptiste, tout cela revient à jeter le discrédit sur les institutions du Niger, sur la démocratie nigérienne elle-même? Dans cette posture défensive, la tentation peut être grande pour sauver sa peau, comme il dit, de chercher à non seulement discréditer ses adversaires politiques, mais aussi cette justice nigérienne qui a si souvent fait preuve ces dernières années d'un courage plutôt rare dans la sous-région et qui a même rendu en 2012 une ordonnance de non-lieu en sa faveur dans ce qui était alors présenté comme un lourd dossier de délinquance financière rassemblé contre lui par Tandja Mamadou. Au cours des 2 dernières décennies, faut-il le rappeler, l'homme dont il est question ici a été 2 fois Premier ministre pendant pratiquement 8 ans. Et mettre en doute l'intégrité de la justice quand les procédures initiées par celle-ci ne vous conviennent pas ou lorsque les décisions qu'elle prononce ne vous sont pas favorables, conforte rarement l'image d'un homme d'État. Mais la véritable question n'est-elle pas au fond de savoir si le président de l'Assemblée nationale du Niger et son épouse sont concernés ou pas, s'ils ont ou non bénéficié directement de ce qui apparaît comme un trafic de nouveau-nés en provenance du Nigeria? Absolument, et question subsidiaire, si Hama Amadou est concerné par cette affaire, peut-on considérer que le pouvoir a pu instrumentaliser la justice pour lui nuire? Il se trouve que l'intéressé lui-même, au nom de l'islam, semble refuser le test ADN, pourtant la seule investigation scientifique susceptible de les laver, son épouse et lui, de tout soupçon.
Un point sur lequel il a certainement raison, c'est que le pouvoir a dû laisser faire la justice et pourrait lui rétorquer qu'il ne fait que prêter ses propres mesquineries à ses adversaires. Mais Hama Amadou parle d'empoisonnement, laisse penser que Mahamadou Issoufou craint sa candidature au point de vouloir le liquider physiquement. C'est pas une accusation banale, ça. Ce n'est hélas pas la première fois qu'il crie ainsi au complot. Il faut par ailleurs voir sur quel sondage se basent ses prédictions pour penser qu'il fera, lors de la prochaine présidentielle, mieux que troisième, ce qu'il a fait en 2011 avec un honorable 19% des voix contre 36 pour Mahamadou Issoufou, à qui il s'était rallié au second tour. Il semble encore un peu tôt pour spéculer sur le choix des Nigériens en 2016. Et la réalité est peut-être un peu plus simple que cela. Hama Amadou agace ses anciens alliés qui l'ont défait d'une partie de ses troupes et n'ont plus besoin de lui pour avoir une majorité. La nouvelle stratégie de Hama Amadou et sa propension sur les médias, ses shows médiatiques, son appel à la rescousse d'une certaine presse nationale et internationale. Malheureusement, au lieu de rester dans le seul débat du droit, il s'empêtre dans celui de la politique. Mais hélas, pour lui, le pouvoir ne se prête pas à son jeu. Dans son énergie du désespoir, il s'en est pris gratuitement au président de la République dans une interview qu'il a accordée cette semaine à Jeune Afrique. Et ses propos contrastent fortement avec l'image dont il veut se parer. La rédaction du groupe Dunia avait décrypté cette interview. C'était donc Hama Amadou, le vrai, qui a parlé à Jeune Afrique. C'est et ce sera à jamais l'homme à deux paroles, comme le dirait le commun des Nigériens. Beaucoup de contre-vérités dans cette interview. Nous en retiendrons trois. La levée de son immunité. Hama fait croire que la seule procédure pour lever l'immunité d'un député, c'est l'accord des 2/3 de l'Assemblée. Certes, c'est vrai, mais il n'ignore pas non plus que le bureau de l'Assemblée nationale a le pouvoir de lever son immunité hors session. Le prétendu assassinat. Il affirme que le président Issou Mahamadou veut l'assassiner. Ça, c'est une litanie que les Nigériens connaissent bien. Il en est un spécialiste. Après Maman Ousmane, Baré, Kanja, voilà qu'il accuse gratuitement le président Issoufou. Puisqu'il a les preuves, pourquoi ne porte-t-il pas plainte? La grossesse de son épouse. Il avoue que sa femme fut bel et bien enceinte. Tous refusent le test ADN et lui singulièrement, soi-disant que, selon la religion musulmane, un père ne peut pas faire ce test. Cela fera sourire les érudits musulmans de Zender qu'il a défiés. Pourquoi, pour un événement qu'il attend depuis des décennies, que sa femme, qui ne souffre d'aucune anomalie, va accoucher clandestinement dans un pays étranger? Plusieurs leçons sont à tirer de cette interview à Jeune Afrique. Celui qui se gargarise d'être plus à l'aise au milieu des tempêtes a pris la poudre d'escampette avant même qu'il ne soit entendu par la justice. Pourquoi alors fuir? Hama sait que c'est une affaire de trafic de bébés et que c'est un problème de droit commun, pas une affaire politique. C'est donc une tempête qui, à coup sûr, va l'emporter. Alors, il fallait trouver d'autres alibis. L'acharnement du pouvoir contre sa personne. En fait, en accordant cette interview au journal Jeune Afrique, Hama s'est engagé sur la voie de la sédition et s'efforce de noyauter la vérité qui crève les yeux. Il veut sauver sa face par quelques artifices médiatiques. À l'analyse, cet entretien ressemble plus à un aveu qu'à toute autre chose. C'est le drame d'un homme qui a entretenu bien des illusions. Mais ce que retiendra davantage l'histoire, c'est la première fois qu'un président de l'Assemblée en exercice abandonne son piédestal pour prendre la poudre d'escampette. Telle semble être la vérité aujourd'hui sur la campagne médiatique de Hama Amadou. Et puis vous l'avez compris, nous recevons donc sur ce plateau ce soir un invité. Il s'agit de M. Mahmoudou Souley. Il est acteur de la société civile et analyste politique.
Alors, M. Mamoudou, bonsoir. Bonsoir. Depuis son départ précipité du Niger pour fuir la procédure judiciaire qui a été engagée contre lui dans l'affaire qu'il convient d'appeler l'affaire donc des bébés trafiqués, et Mamadou continue de s'expliquer sur certaines chaînes internationales, notamment en France. Alors, vous, en tant qu'acteur de la société civile justement et analyste politique, quel commentaire ou quelle réaction vous suscite justement cette attitude du président de l'Assemblée du Niger? Oui, c'est vrai. Pour suivre les mêmes mouvements dans le centre de Jean-Baptiste Plaka, je ne peux dire qu'une seule et même réalité. C'est que, d'abord, Hama, dans ses interventions à l'extérieur, voulait insister pour rendre politique un problème qui, dans sa nature et dans son évolution, n'est que judiciaire. Hama Amadou persiste à faire croire qu'il est menacé. Il est de son habitude à Hama Amadou, à chaque fois que sa personne est concernée, de vouloir poser le problème sous un autre aspect, pour chaque fois esquiver la réalité. Mais moi, je pense que cette fois-ci, tant les médias français que la presse nationale et la communauté internationale sait à quel genre d'hommes ils ont affaire. Parce que, de toute façon, quand on aspire à gouverner un pays, on accepte d'abord son fondement, qui est son droit. On accepte son fondement, qui est sa justice. On accepte la procédure, quelle qu'elle soit. Parce que la candidature à la présidence est soumise aussi à une procédure. Et cette procédure, c'est des instances judiciaires qui vont, n'est-ce pas, avaliser cette procédure. Comment Hama peut dire aujourd'hui qu'il ne croit pas à la justice? Moi, je ne crois pas en lui en cela. Parce que si Hama ne croit pas à la justice, pourquoi l'a-t-il affirmé il y a presque 1 an ou 2 ans lorsqu'il a été lavé de son affaire de fond de la presse? Ça, nous allons y revenir. Oui, d'accord. Donc, on évolue un peu. Justement, la question que j'aimerais vous poser à ce niveau, la procédure engagée contre M. Amamadou, vous venez de le signer, est judiciaire, mais lui, il continue quand même à soutenir la thèse politique, estimant qu'il encourt même un assassinat, n'est-ce pas, que pourrait commanditer le régime de Niamey contre... vous savez, l'affaire d'assassinat, c'est comme s'il prête ses propres intentions aux autres. Ça relève de certaines théories de psychologie. Hein? Depuis le temps de Barré, nous l'avons vu, il a toujours dit qu'on veut le tuer. Tanja, il a prétendu toujours qu'on veut le tuer. Mais, bon sang, si il est vrai que Hama croit que dans le système politique du Niger, il y a la possibilité de tuer quelqu'un juste parce qu'il est un adversaire. Mais je pense qu'il est temps pour lui de laisser tomber la politique. Parce que, pour lui, de toute façon, il ne croit plus à la démocratie. Ça veut dire qu'il lui manque l'instinct républicain. Même si il arrive qu'on veuille le tuer, mais écoute, si vous avez peur, est-ce que vous êtes digne de gérer les communautés humaines? Vous ne pouvez pas. Moi, je ne peux pas obéir à quelqu'un dont je suis plus courageux que lui. Donc, à vous entendre parler, M. Mamoudou, pour vous... Quelqu'un qui peut m'abandonner dans les temps de crise, quelqu'un qui ne peut pas accepter les conventions sociales qui sont les lois et les règlements, moi, je ne peux pas avaliser cette personne pour le soutenir pour qu'il soit président de la République. Oui, mais justement, donc pour vous, à vous entendre parler, Hama doit donc avoir le courage de revenir faire face, affronter la justice de son pays, mais c'est là justement qu'il dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Oui. Nous aussi, on a la liberté de tirer les conséquences de ses actes et de son comportement en tant que citoyen et en tant qu'acteur de la société civile. Nous surveillons tout comportement, qu'il soit du pouvoir, de l'opposition ou de n'importe quel acteur, pour tirer les conclusions. Et on a juré de servir le peuple nigérien en lui dévoilant toute forme de subterfuge, d'où qu'elle vienne.
Oui, mais lui, Hama, son problème, il dit que justement, il n'a pas confiance à la justice nigérienne. Ici, la justice nigérienne, ce n'est pas un homme. La justice nigérienne, ce n'est pas une subjectivité. La justice nigérienne est une immanence. Si vous ne croyez pas à la justice nigérienne, ça veut dire que vous ne croyez pas au Niger. Et il se dédie, il se contredit. Je me souviens du temps où il a été lavé par la justice nigérienne. C'est lui qui vantait les mérites de la justice nigérienne. Je me souviens de tout dernièrement ces militants qui ont été libérés. Toute la foule criait en disant que la justice nigérienne est libre. Mais la justice nigérienne, la liberté ou la neutralité de la justice nigérienne n'est pas liée à des circonstances particulières d'individus. C'est lié à un ensemble de visions des choses. C'est pas lorsqu'on en est victime que la justice nigérienne n'a pas de confiance, mais lorsque elle vous sert une chose. Par exemple, pour faire acte de candidature, Hama sera obligé de soumettre un dossier éventuellement à la Cour constitutionnelle pour valider sa candidature. Mais comment pourra-t-il être candidat sans passer par les institutions judiciaires? Je pense que celui qui a cessé de croire à la justice a cessé de croire à l'État. Voilà. Monsieur Mamoudou Souley, merci. Et je rappelle que vous êtes également analyste politique et acteur de la société civile. Et vous pouvez donc également rester, ça je vous inviterai à rester suivre la suite de ce journal avec nous. Merci, je vous remercie. Suite de ce journal, le ministre en charge de l'équipement a entrepris ce matin une visite sur les chantiers de construction de l'échangeur du rond-point des Martyrs et la voie reliant le deuxième pont à la route Saï. Il s'agit pour le ministre d'aller s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur ces différents chantiers. Al-Mokhtar Kaini. Le chantier de construction de l'échangeur au niveau du rond-point des Martyrs a constitué la première étape de cette visite de terrain du ministre de l'Équipement. Les travaux se poursuivent, certes, normalement. Cependant, un léger retard dans l'avancement des travaux a été constaté par Ibrahim Nomao. Sur ce point précis, il a donné des instructions fermes aux responsables de l'entreprise chinoise chargée de l'exécution des travaux pour que tout soit mis en œuvre pour rattraper le retard. La route KI 87 ou la voie reliant le deuxième pont à la route de Saï, deuxième élément du projet de construction de l'échangeur du rond-point des Martyrs. Ici également, les travaux évoluent normalement comme prévu. Le seul souci, c'est le déguerpissement de 19 maisons familiales. Et même là, le problème a presque trouvé de solution. C'est juste une question de temps. Après avoir effectué ses visites sur les deux chantiers, le ministre fait le point. Au niveau de l'échangeur rond-point des Martyrs, les travaux avancent. Il est vrai qu'il y a quelques petites difficultés qu'il faut régler très rapidement pour permettre, en tout cas, à ce que les travaux avancent dans les normes et aussi dans le respect des délais. Et il y a un délai qui a été, en tout cas, retenu et nous pensons que l'entreprise, en tout cas, y mettra du sien pour rattraper ce petit retard. Et nous sommes sortis, en tout cas, satisfaits de ce que nous sommes en train de voir. Et pour le deuxième élément de ce projet, c'est la KI 87, comme je l'ai dit, et la route qui relie donc le pont, deuxième pont à Saï, à la route de Saï. Et les travaux, comme vous le voyez, ils sont en train d'être faits. Dans l'ensemble, en tout cas, les travaux avancent. Et il est vrai qu'il y a, en plus de cet élément de la route KI 87, nous avons la corniche Kemkale, qui était aussi un élément du projet. Et vous avez vu que le décapage a commencé. Mais pour cette route-là, ce qu'il faut dire, on est en train de penser à un autre élément, le traitement des berges du fleuve. Et ce travail-là, on est à pied d'œuvre pour le mener, pour faire les schémas nécessaires, les propositions nécessaires, pour en tout cas que ce soit une vue d'ensemble, que ce ne soit pas uniquement la vue de la route. Donc tout ce travail, nous sommes en train en tout cas de le poursuivre avec bien entendu l'entreprise et la mission de contrôle.
Et nous pensons que, en tout cas avec un peu de volonté, nous allons mener à bien et à terme ce projet, Inch'Allah. Ces deux chantiers, une fois finalisés, viendront s'ajouter aux infrastructures déjà réalisées par le programme de la Renaissance pour illustrer davantage le projet Niamey-Niala ou Niamey-La Coquette. Pendant ce temps, le ministre faisait ce matin face à la presse objectif faire le point de préparatif de l'édition 2014 de la fête traditionnelle des éleveurs appelée Cure Salée, un événement qui se déroulera cette année du 19 au 21 septembre prochain à Ingal. Là-dessus, je vous invite à suivre les explications du ministre en charge de l'élevage. La Cure Salée édition 2014 est placée sous le haut patronage de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement, et aussi placée sous le signe de la continuité dans l'innovation. Cette année, cette importante manifestation qui se déroulera du 19 au 21 septembre 2014 est placée sous le thème « Sécurisation de la zone pastorale pour une mobilité du cheptel permettant une meilleure contribution du secteur à l'initiative 3N ». Au regard de ce thème, le gouvernement entend donner un cachet particulier pour faire de cet événement un véritable outil de développement et de paix pour notre pays, à travers non seulement la mise en œuvre de la stratégie de développement et de sécurité de zone sahélo-saharienne, de la stratégie de développement durable de l'élevage, de la stratégie de développement durable pour la sécurité alimentaire initiative 3N, mais aussi la promotion des activités touristiques, sportives et culturelles. Du reste, les partenaires de notre pays nous accompagnent dans la mise en œuvre de cette politique à travers, entre autres, le financement par la Banque mondiale du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, dont l'objectif est d'améliorer l'accès à des moyens et services de production essentiels et au marché pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones pastorales à travers 6 pays sahéliens. Aussi, au regard de ces nouvelles ambitions du gouvernement, le Comité national de l'organisation de la Cure Salée, édition 2014, a décidé d'élargir le nombre et la qualité des invités, afin que ces derniers, notamment les partenaires techniques et financiers, les diplomates, puissent apprécier la Cure Salée en tant que véritable facteur de développement. Comme vous le voyez, la mission est grande, c'est pourquoi le ministère de l'élevage faudrait davantage impliquer les médias pour la réussite de cet important événement. Le ministre en charge du commerce a de son côté rencontré hier dans la salle de réunion du ministère les boulangers de la capitale ainsi que les associations de défense des droits des consommateurs. L'objectif étant de discuter sur l'utilisation du potassium cancérigène utilisé par certaines boulangeries dans la fabrication du pain. Une rencontre à l'issue de laquelle le ministre a également attiré l'attention des boulangers sur les sanctions qui pèsent sur eux au cas où ils continueraient à utiliser ce produit. N'est-ce pas, Isidore Banaba? Bromure de potassium, produit cancérigène par certaines boulangeries de la place, dans la fabrication du pain qui est à l'origine de cette rencontre entre les deux ministères en charge des industries et du secteur privé, les boulangers, ainsi que les associations de défense des droits des consommateurs. Il s'agit en gros, pour les deux ministres, de mettre en garde toutes les boulangeries indélicates sur les éventuelles sanctions auxquelles elles s'exposent. À la fermeture temporaire des boulangeries et au retrait de l'agrément. Ces sanctions peuvent être complétées par des publications dans les journaux aux frais des boulangers. Dans le cadre de notre mission de protection des consommateurs et de la lutte contre la vie chère, et au vu de tout ce qui précède, le gouvernement a décidé à partir de cet instant d'appliquer les textes en la matière. C'est pourquoi nous avons tenu, dans le cadre de nos rapports de partenariat avec vous, de vous le dire de vive voix, et ceci dans votre intérêt et surtout pour la préservation de la santé des consommateurs. L'utilisation du bromure de potassium dans certains cas est formellement interdite par l'OMS et dans certains espaces comme l'UEMOA et CEDEAO. Pourtant, selon l'enquête menée, dans 26 boulangeries nigériennes, au moins 10 d'entre elles utiliseraient le produit pour la production du pain. Nous avons fait cette inspection-là au niveau des boulangeries, puisqu'il y a une réglementation qui existe depuis 2008. Donc il s'agissait pour nous de savoir quel est le degré de respect de cette réglementation au niveau des boulangeries. Donc vous savez, dans toute enquête, on prend un échantillon. Nous avons pris un échantillon de 26. Et parmi dans l'échantillon-là, nous avons constaté un taux de plus de 30% de boulangeries qui utilisent ce bromure de potassium,
que la réglementation a nommément interdit. L'utilisation de ce produit nocif est donc dangereuse, non seulement pour la santé des consommateurs, mais aussi pour les boulangers eux-mêmes, a laissé entendre de son côté la ministre déléguée. L'utilisation du bromure de potassium nécessite des salles qui sont ventilées. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est un produit qui est vraiment nocif. Lorsque vous le respirez, vous pouvez avoir des problèmes respiratoires. Ça va commencer par la toux et puis l'étouffement. Et après, le résultat, c'est que vous devez aller à l'hôpital pour être traité. Si le bromure de potassium touche votre peau, vous êtes obligé de vous déshabiller pour laver les habits et vous laver vous-même. Ensuite, si ça rentre dans les yeux, lors de l'utilisation, vous devez laver vos yeux pendant au moins 20 minutes. Donc vraiment, c'est toxique non seulement pour ceux qui vont consommer le pain, mais pour ceux qui travaillent avec ce bromure de potassium. Présents à cette rencontre, les boulangers ont reconnu l'usage par certains d'entre eux de ces produits nocifs et promesses a d'ores et déjà été faite au ministre et à l'ensemble des consommateurs que le bromure de potassium ne sera plus jamais utilisé dans la fabrication du pain au Niger. Par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre domaine qui est le métier de la boulangerie-pâtisserie, la bromate de potassium, certaines de boulangeries l'utilisent. On a fait une réunion avec monsieur et madame la ministre chargés de notre secteur. Donc voilà, on s'est entendu, ceux-là qui l'utilisent ne vont plus l'utiliser. À travers cette rencontre, le gouvernement fait preuve de fermeté quant à la protection de la population et les récalcitrants se verront appliquer des sanctions prévues par la loi. Autre aspect de ce journal, le premier vol des pèlerins nigériens en direction des lieux saints de l'islam pour l'année 2014 a eu lieu hier soir à l'aéroport international Diori Amani de Niamey. Et cela s'est déroulé en présence du ministre en charge de l'Intérieur, M. Assumi Massaoudou. Le compte rendu de Taïrou Amadou. C'est aux environs de 22h15 que l'avion de la compagnie Niger Airways, avec à son bord 350 pèlerins, a quitté l'aéroport international Diori Amani à destination de la Mecque. Ce premier vol au titre du Hajj 2014 a eu lieu en présence du ministre de l'Intérieur chargé des affaires religieuses et du président du comité d'organisation du Hajj et de la Umrah, venu souhaiter bon voyage aux pèlerins. L'organisation est impeccable et le démarrage, le défi logistique est élevé. Et nous pensons que, comme l'année dernière, les choses se passeront bien à l'aller comme au retour. Nous souhaitons donc bon Hajj à l'ensemble des pèlerins. Nous souhaitons que tout se passe bien là-bas sur les lieux saints. Et nous souhaitons bon courage à tous ceux qui ont permis et qui organisent aujourd'hui ce pèlerinage-là, notamment tous les membres de la Cour, tout le personnel et toutes les personnes qui participent de près ou de loin à l'organisation du Hajj afin que nos pèlerins soient dans les meilleures conditions pour accomplir les différents rites auxquels notre religion les appelle. Ce vol qui marque le début de l'acheminement des candidats au Hajj 2014 vers la terre sainte de l'islam était très attendu par le Coho, mais surtout les candidats qui se disent maintenant rassurés. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Honnêtement, on ne s'attendait pas à ce que nous quittions à ce jour-ci là, mais par la grâce de Dieu, nous voilà dans l'avion. Et j'en profite pour souhaiter un bon pèlerinage à tous les pèlerins nigériens et je les appelle aussi à vraiment faire des prières pour toute la nation nigérienne. On remercie le bon Dieu aujourd'hui d'être dans l'avion. On ne s'attendait pas à ça. On a fait 2 jours d'attente. Mais grâce à Dieu, alhamdulillah, on est dans l'avion aujourd'hui pour le premier vol. Je souhaite à tous les Nigériens qui vont faire le Hajj 2014 un bon Hajj, un Hajj Mabrouk. D'autres vols suivront ce premier et le comité d'organisation du Hajj et la Umrah a rassuré que l'ensemble des pèlerins nigériens seront acheminés au lieu saint de l'islam dans le délai. Rencontre hier au Grand Hôtel de Niamey entre les hommes de médias nigériens et l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne. Objectif échanger sur les changements intervenus dans la diplomatie européenne, mais aussi de l'état de partenariat entre l'UE et le Niger. Le compte rendu est de Murtala Zoubeir.
Échanger sur les changements intervenus dans la diplomatie, les instances européennes, mais aussi sur l'état du partenariat entre le Niger et l'Union européenne. C'est l'objectif de cette rencontre entre les hommes de médias nigériens avec l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Niger. De prime abord, le chef de la délégation de l'Union européenne a fait le point des mutations intervenues dans la diplomatie européenne. Donc notamment à l'occasion de la visite du secrétaire général, M. Ban Ki-moon, donc récemment. Donc voilà. Alors, sous la diplomatie européenne, oui, je vous ai dit que le président du Conseil préside les conseils de l'Union européenne, à l'exception du Conseil Affaires étrangères. Encore une fois, par le passé, donc avant le traité de Lisbonne, c'était les présidences tournantes qui changeaient tous les 6 mois, qui présidaient, et maintenant c'est permanent. Donc c'est Mme Ashton et à l'avenir, Mme Mogherini qui va présider ces conseils Affaires étrangères. Par ailleurs, vous savez que il y a un service diplomatique qui a été créé, un service diplomatique européen, donc avec Mme Ashton, et avec des délégations européennes. Avant, ces délégations, c'était des délégations de la Commission européenne. Elles sont devenues des délégations de l'Union européenne. Et avec un grand changement, parce que c'est les chefs de délégation, les ambassadeurs chefs de délégation, partout dans le monde, hein, on en a une, donc globalement, qui préside les réunions avec les chefs de mission accrédités donc, de l'Union européenne, donc en l'occurrence ici au Niger. Après toutes ces explications, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne est revenu sur l'état du partenariat entre le Niger et l'Union européenne qui date depuis l'accession du Niger à l'indépendance. Nous sommes maintenant à la veille du 11e FED, 11e Fonds européen de développement, qui va démarrer, donc on commence le processus d'identification. Alors, je voudrais d'abord rappeler que c'est des montants extrêmement importants. Donc, c'est par rapport, c'est un des pays, le Niger, qui bénéficie le plus de l'aide de l'Union européenne, avec un montant équivalent à 390 milliards de francs CFA. Donc, c'est assez substantiel pour les périodes allant jusqu'à de 2014, jusqu'à 2020. En même temps, bon, bien sûr qu'il y a tout le 10e FED qui se poursuit. Hein, donc il y a des montants qui sont engagés et qui vont continuer d'être engagés du 10e FED jusqu'à 2015-2016. Alors pourquoi cet intérêt et cette importance que l'Union européenne attache à votre pays, donc au Niger? D'abord parce que vous savez que le Niger est un pays qui est confronté à des défis extrêmement importants. S'en est suivi des différentes questions posées par les journalistes, questions auxquelles le chef de la délégation de l'Union européenne a donné des réponses pertinentes. Et nous comptons donc appuyer donc, le gouvernement à cet égard. Nous avons aussi donc encore récemment eu une visite de la Banque européenne d'investissement, donc la BEI, qui est venue ici la semaine dernière, qui était là, et qui appuie également donc, le gouvernement en matière dans l'eau, donc dans les investissements de l'assainissement et de l'eau. Et je compte mobiliser la BEI dans le cadre du 11e FED également, parce qu'il y a des instruments hein, qui ont déjà, d'ailleurs, par le passé, en 2003, etc., appuyé le Niger avec le crédit aux PME, aux petites et moyennes entreprises. Je crois qu'il faut qu'on remobilise ces crédits, parce que vous savez que le crédit est fondamental. Premier partenaire du Niger, l'Union européenne intervient dans plusieurs domaines au Niger, avec notamment des actions visant à impulser le développement socio-économique du Niger. Tout autre chose à présent, le foyer Ibad Rahman a ouvert ce matin à son siège une foire d'exposition, vente de ses produits. La dite foire était couplée avec la remise des diplômes aux femmes et jeunes ayant suivi une formation dans le dit foyer. Retrouvons les précisions de Murtala Zoubeir. Exposition, vente et remise de diplômes ont marqué la célébration du 4e anniversaire du foyer Ibad Abdraman qui a pour mission la formation de la femme et de la jeune fille afin de faciliter leur réinsertion socio-économique. Le foyer Ibad Abdraman entend ainsi lutter contre la délinquance féminine en initiant les femmes aux activités génératrices de revenus. La raison pour laquelle nous avons organisé cette cérémonie suivie d'une foire est pour montrer au public l'effort que nous avons fourni pour que ces femmes et filles aient une très bonne formation.
La population du Niger est à 99% musulmane en général. Donc la formation de la femme au foyer est très importante. Je profite pour lancer un cri de cœur à notre cher président bien-aimé, son Excellence M. Mohamed Issifou, et aux partenaires de nous venir à l'aide. Et nous, on a juré qu'il n'y aura plus une femme qui va croiser les bras sans une activité génératrice de revenus. À cette date anniversaire, le président d'honneur du foyer Iba Abdraman a félicité les responsables du dit foyer pour leur combat en faveur de l'épanouissement de la femme. Ils sont trop fiers de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles sont en train de faire aussi. Et nous ne pourrions que les encourager vraiment à ce que Hajia accepte de prendre toutes nos sœurs et actuellement dans la ville qui ne savent pas à quel point se vouer. Vraiment, ce que nous venons de voir aujourd'hui nous encourage beaucoup à faire venir les femmes et nous souhaitons que la demande qu'elle avait lancée envers le président de la République, que vraiment cette idée-là soit exaucée. Œuvrant pour la même cause, le SAFAM, partenaire du foyer Iba Abdraman, entend continuer à appuyer ce foyer pour l'atteinte de ses objectifs. Le foyer Iba Abdraman, qui fait la promotion des jeunes et des femmes en général, a toujours été avec le SAFEM. Alors, pour un exemple, Madame Hadiza, la propriétaire du foyer, a tenu une des formations que le SAFEM a eu à faire à Maradi. Elle a eu à tenir 20 femmes sur le cosmétique. Et on était très contents de ce produit à la fin. On a eu même à exposer ça. Et on n'a pratiquement rien maintenant au SAFEM. Donc on est avec cette dame parce qu'on connaît son travail. On connaît la valeur de son travail. Recevant leur diplôme après des années de formation, les récipiendaires nous livrent leurs impressions. Je remercie le bon Dieu ainsi que la fondatrice du foyer Ibad Rahman qui nous a suivis tout au long de cette formation. Je remercie la fondatrice et j'appelle mes autres sœurs à emboîter le pas. Créé en 2010, le foyer Iba Abdraman veut contribuer aux côtés de l'État à la réduction de la pauvreté et du chômage de la femme et de la jeune fille au Niger. Actualité dans nos régions à présent, le projet d'appui pédagogique aux écoles coraniques RN Papek Maradi a officiellement remis un lot de matériel scolaire destiné aux écoles coraniques de la dite région. D'autres explications dans cette correspondance de notre correspondant permanent à Maradi, Alzoma Seni Soumaïla. Composé de fournitures et matériel scolaire, des seaux, des cantines, des nattes et bouilloires, ce lot de matériel est destiné aux écoles coraniques de la région de Maradi, partenaire du projet d'appui pédagogique aux écoles coraniques René Papek. Un appui pédagogique et didactique concrétisé par le projet Papek dans l'ultime but de promouvoir l'enseignement dans les écoles coraniques de sa zone d'intervention. L'ambition principale de PAPEC est d'apporter une offre en alphabétisation aux enfants fréquentant les écoles coraniques, adaptées à leur contexte, sans toucher ni transformer leur mission fondamentale d'institution de lecture et de mémorisation du Saint-Coran. Dans la perspective de créer les conditions d'un bon apprentissage aux apprenants et en marge de la journée internationale de l'alphabétisation le 8 septembre dernier, le projet PAPEC a jugé utile de doter les écoles coraniques en matériel didactique et fournitures scolaires. Le lot de matériel que nous mettons à la disposition des écoles coraniques de Maradi est composé de 6200 cahiers, 10 000 stylos, 3400 ardoises, 345 nattes en plastique, 45 tableaux noirs trépieds, des cantines, des seaux, des registres, de la craie, de l'ardoisine, éponge bouilloire et de manuels de lecture. Monsieur le vice-président et chers participants, à travers ces gestes, nous sommes convaincus que les conditions d'apprentissage des enfants seront améliorées et que les enfants et les élèves en feront un bon usage. Un geste symbolique du projet René Papek, apprécié à juste titre par les responsables régionaux,
notamment le directeur régional de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation. À cette période où la recherche de la qualité des enseignements-apprentissages est une préoccupation primordiale des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence Aladji Issou Mamadou, la direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, par ma voix, ne peut que se réjouir de ce geste hautement salutaire qui cadre parfaitement avec l'accompagnement de l'idéal recherché. L'appui à l'éducation non formelle et surtout aux écoles coraniques à travers ce don de certains matériels didactiques s'inscrit dans la concrétisation du thème du Forum national sur les écoles coraniques, c'est-à-dire la contribution de l'alphabétisation en Najami des écoles coraniques au rehaussement du taux brut de scolarisation. Voilà une remise n'est-ce pas, qui concerne jusqu'à 90 écoles. 90, c'est environ 20 000 apprenants qui sont concernés. Vous voyez vraiment c'est extrêmement important. Donc ils sont en train d'appuyer toutes les actions, n'est-ce pas, tout l'engagement pris par le président pour faire de l'école, n'est-ce pas, une priorité. Et c'est de ça qu'il s'agit parce que c'est l'engagement pris par les autorités de la 7e République. Présente à Maradi depuis 2006, l'ONG René Papek soutient 48 écoles coraniques dans la région de Maradi et 98 écoles coraniques à l'échelle nationale grâce à l'appui de l'Union européenne. La problématique de grossesse chez les adolescentes au centre d'une rencontre organisée jeudi dans la salle de réunion de l'hôtel La Girafe. Nous sommes à Tillabéri. Organisée par la direction régionale de la santé publique, la dite rencontre a permis d'aborder les causes et conséquences ainsi que les mesures de prévention envisagées. Ismaël Beidi. Renforcer la mobilisation sociale pour la prévention des mariages précoces et des grossesses chez les adolescentes, c'est l'objet principal de cet atelier sur la problématique des grossesses chez les adolescentes, organisé par la direction régionale de la santé publique de Tillabéri, en collaboration avec l'UNFPA. Pourquoi ce forum? C'est parce qu'il a été constaté vraiment un phénomène que de plus en plus prend de l'ampleur. Et surtout à ce qui nous concerne sur le plan sanitaire, on observe quand même beaucoup de conséquences en ce qui concerne les grossesses chez les jeunes filles. Surtout chez celles qui ne sont pas mariées, comme vous le savez, avec beaucoup de conséquences, surtout sur le plan sanitaire pour elles-mêmes, pour leur santé, et pour leurs enfants. Et surtout, il y a des actes qu'elles posent, c'est les avortements qui sont provoqués, le plus souvent clandestins. Ils sont amenés, compte tenu qu'elles ne veulent pas porter cette grossesse-là, elle n'est pas désirée, donc elles vont en faire des infanticides. Parfois, même certaines tentent de se suicider. Donc c'est vraiment un problème, au-delà du problème de santé, devient un problème aussi social. C'est pourquoi, au cours de cet atelier, pour nous, l'objectif, c'est d'amener l'ensemble des acteurs à réfléchir ensemble sur ce problème-là. Et aussi, ensemble, essayer d'avoir un consensus sur les principales actions à mener, en tout cas à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'au niveau individuel, au niveau familial, au niveau communautaire, pour un temps soit peu réduire ce phénomène-là. En procédant à l'ouverture des travaux du dit atelier, le secrétaire général du gouvernement de Tillabéri, dans son intervention, a réaffirmé toute la volonté des autorités de la 7e République à investir dans le développement humain et à soutenir toutes les initiatives de promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. À l'instar de beaucoup de pays, le Niger fait face à un phénomène de plus en plus inquiétant et grandissant. Je veux parler des grossesses chez les adolescentes et les jeunes filles. De nos jours, nombreuses sont les adolescentes de 15 à 19 ans qui tombent enceintes. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, près de 16 millions de jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans donnent naissance à un enfant chaque année, ce qui correspond environ à 11% des naissances dans le monde entier. Ainsi, durant 2 jours, les participants à cet atelier proposeront des solutions ou des actions pour la prévention des mariages précoces et des grossesses chez les adolescentes dans la région du fleuve. Du sport pour clore ce journal avec le démarrage ce matin des compétitions de judo, une deuxième édition qui mettra aux prises notamment 4 grands clubs de la capitale. Alimatou Abdou.
Renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les différents clubs de judo de la capitale. C'est le motif visé à travers l'organisation de cette compétition de judo qui concerne les catégories juniors et cadets. Parmi les 5 clubs invités, 4 ont répondu présents à cette compétition qui est à sa 2e édition. J'ai invité la jeunesse pour qu'on puisse avoir une relation pour aider encore la jeunesse. Et j'ai invité 3 clubs, le club Caprin Cabran, Samouraï et Entente, sans oublier notre club de Gamkale. Donc j'essaie de commencer avec nos petits moyens. J'ai mis des prix pour le premier place, le 2e et le 3e place, et dans nos fonds propres aussi, parce qu'on n'a pas de sponsors, on n'a pas de gens qui nous aident. On est en train de faire avec nos moyens personnels. À cette occasion, le principal organisateur a lancé cet appel à l'endroit des autres clubs et aux bonnes volontés afin qu'ils œuvrent pour le rayonnement du judo nigérien. Ce que j'ai lancé, c'est pour encourager la jeunesse et je ne sais pas, et tout le monde, et pour qu'ils puissent vraiment nous aider et moralement. Parce qu'on ne va pas parler de finances. Parce que quand tu dis à quelqu'un de t'aider financièrement, et tu ne vas plus voir cette personne. Mais ce qu'on veut de tout le monde, ils n'ont qu'à nous aider et moralement. C'est tout ce qu'on veut d'eux. Cette compétition mettra aux prises les judokas de moins de 60 kg et de moins de 69 kg dans la catégorie cadet et les moins de 50 kg dans la catégorie junior. Des prix d'encouragement seront remis aux gagnants, des prix composés de fournitures scolaires, de kimonos, etc. Voilà, et c'est sur cette note d'information sportive que se referme ce journal, vous l'avez compris, essentiellement consacré à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de l'H24. Au revoir.